Chapitre 6. Chaque matin, Pa était le premier à se réveiller. Il s'habillait, ranimait le feu, et aussitôt il montait sans bruit au perchoir, comme un capitaine se rend sur la passerelle pour observer la mer. Je l'imagine là, tout seul, avec sa peau de mouton et son bonnet de fourrure, à interroger le ciel et la neige. Lui qui avait toujours aimé l'aube et cet instant de solitude où, m'a-t-il dit un jour, il se sentait plus proche du cœur du monde, je crois qu'il y cherchait maintenant la force d'affronter l'épreuve, et je me demande s'il n'adressait pas une sorte de prière aux dieux, qui, dans leurs desseins obscurs, semblaient s'être acharnés contre nous. Mais sans doute les dieux ne lui répondaient-ils pas. Il en revenait toujours déçu. Il descendait, transi, dans la salle où le feu s'était remis à brûler. À 8 heures précises, il agitait la cloche et il nous appelait. « Allons, Simon, Noémie, c'est l'heure, debout !» J'entendais ma sœur se retourner dans son lit, de l'autre côté de la cloison, aimant remuer les casseroles pour le petit déjeuner. Elle demandait à Pa. « Alors ?» ?»« Toujours pareil, » disait-il. « Le même ciel gris, pas de soleil, pas de vent non plus. »« Il fait froid ?»« Oui. À ce compte, la neige n'est pas près de fondre. »« Et puis, cette maître, on n'a jamais vu ça. C'est à n'y rien comprendre. »« Chut, disait-elle. Parle plus bas, les enfants. » J'avais beau tendre l'oreille, je ne percevais plus que des murmures. L'eau qui commençait à bouillir faisait tressauter le couvercle de la casserole. Le chat miaulait à ma porte. Pour échapper à l'inquiétude qui, à ce moment-là, m'étreignait, je rejetais mes couvertures et me précipitais vers la salle. La lumière, la chaleur, l'odeur du café me réconfortaient, et lorsque nous étions installés tous quatre près du feu, les mauvaises pensées bientôt se dissipaient. Comme, en effet, la situation menaçait de durer, Pa prit la décision de consolider et d'agrandir ce qu'il appelait la terrasse. Nous aurions un endroit plus confortable pour respirer et pour observer les environs, bien qu'il fût improbable que dans l'immédiat, des secours nous parviennent. Nous nous mîmes sans plus tarder au travail, en rassemblant les planches et les chevrons, qui par bonheur étaient assez nombreux dans le grenier. Il nous fallut aussi élargir le puits d'aération, qui ne nous permettait pas de hisser les plus grosses pièces. Cela exigea toute une journée de dur labeur, car la neige, toujours aussi poudreuse, avait tendance à s'effondrer, et un seul coffrage fut capable d'en affermir les parois. Enfin ce fut fait, et le lendemain matin, nous pûmes, sans trop de peine, transporter une partie des chevrons sur la plateforme. Déblayer un pan du toit de la neige qui s'y était accumulée nous prit encore une bonne demi-journée. Bien que l'air fût parfaitement immobile, le froid assez vif rendait notre tâche malaisée, et de temps à autre, nous allions rejoindre Man et Noémie dans la salle pour nous réchauffer. Mais Pa, impatient d'en finir, ne tenait pas en place, et vite il m'entraînait à nouveau sur notre chantier. Lorsque le champ fut libre, nous assemblâmes une armature qui reposait d'un côté sur les lauses du toit, de l'autre sur 3 solides béquilles clouées à l'extrémité des chevrons. Le tout fut arrimé avec des cordes à la base des cheminées et recouvert de planches. Nous disposâmes alors d'un espace d'environ 4 mètres sur 3, pourvu d'un garde-fou sommaire et qui ressemblait assez à un radeau flottant sur l'étendue blanche. Ce qui commençait à nous accabler cependant, c'était le silence et la solitude. De temps à autre, ma mère décrochait le visiaphone. Elle ne pouvait s'en empêcher, même si cela ne servait à rien. D'un doigt nerveux, elle composait un numéro, secouait le récepteur et restait là, l'oreille tendue, comme si elle avait espéré je ne sais quel miracle. Mais bien sûr, l'appareil restait muet, et elle finissait par le poser avec un soupir. Ah, si seulement on pouvait parler avec quelqu'un, entendre une voix, savoir ce qui se passe ailleurs. J'essaie d'appeler les geôles, mais rien, toujours rien. Et le village, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font, tous ? Il faut patienter, disait Pa. Quelques jours, une semaine peut-être. Ça ne durera pas éternellement. Pauvre Sébastien. J'imagine qu'il doit tourner comme un fauve en cage, lui qui était toujours à courir les bois. Oui, j'aimerais bien le revoir. 3 kilomètres, ce n'était pas grand-chose. Mais maintenant... Communiquer avec les geôles devint une sorte d'obsession, comme si notre salut en dépendait. Debout sur la terrasse, mon père, qui avait une voix puissante, poussait de longs cris en direction de la vallée.
Les veines de son cou s'enflaient. Son visage s'empourprait. Le cri se transformait en râle. On aurait cru qu'un assassin invisible l'étranglait. « Arrête !» finissait par supplier ma mère, qui devait redouter le coup de sang. Mais il s'acharnait, hurlant encore sur 3 notes. « Sébastien !» Jusqu'à ce que, le souffle coupé, il fut contraint de s'appuyer au garde-fou. Noémie et moi, nous prenions alors le relais, unissant nos voix aiguës, mais nous n'avions pas plus de succès, et nos appels se perdaient dans le désert. Nous nous servîmes ensuite d'une vieille lessiveuse comme d'un tam-tam, sur lequel nous frappions à tour de bras avec une bûche. Le vacarme était, pour nous, considérable, mais il ne devait pas porter très loin. Il n'eut pas d'autre résultat que de nous briser les oreilles. Nous nous arrêtâmes, découragés. Tout à coup, le silence me parut plus sinistre encore, et le ciel vide me donna envie de pleurer. « Pourquoi ils ne répondent pas, les geôles ?» dit Noémie d'un air candide. « Peut-être bien qu'ils sont morts ?» ?»« Morts ? Pourquoi est-ce qu'ils seraient morts ? » ?»« Je ne sais pas, moi, écrasés, étouffés. Et le soleil ? Où il est, le soleil ? » ?»« Il reviendra bientôt, dit Mon. »« Tu crois ? Et s'il ne revenait pas ? » ?»« Tais-toi, Noémie. Ne dis pas des choses comme ça. C'est ridicule. Allons, il fait froid. On rentre. » Mon père, pourtant, ne renonce pas. Il réfléchit, il change de tactique. Il bourre de paille un pneu usagé, le fixe à l'extrémité d'une perche, puis il y met le feu. Bientôt, une fumée noire s'étire sur la neige, stagne dans les creux comme une eau sale, tandis que se répand l'odeur âcre du caoutchouc. Les yeux rivés à ses jumelles, Pa observe l'horizon, là où devrait se trouver le chalet des geôles. Sa tête pivote lentement, son regard balaie les crêtes, puis s'abaisse vers l'échancrure où s'amorce la descente vers la vallée. Notre signal peu à peu s'effiloche et se dissipe. Au loin, rien n'est visible sur la neige. Nous allumons un autre pneu, puis un autre encore, et le jour commence à baisser. Soudain, Pa s'immobilise, fasciné, dirait-on, par quelque chose là-bas qui m'échappe. Il lève le bras, il crie « Regarde, Simon, dans le creux, on croirait… » « Mais oui, une fumée !» Je tends le cou, j'écarquille les yeux, mais je ne vois toujours rien. Je dis « Où ça ? Je ne vois rien. » Il regarde encore, puis il me donne les jumelles. D'abord tout est flou, je tâtonne, je tourne la molette. Enfin apparaissent une courbe de neige, la cime tassée de quelques sapins. Un peu plus à droite. Et là, en effet, il me semble distinguer une fine traînée plus sombre, à peine perceptible sur le gris du ciel. Tu vois maintenant ? Oui, il me semble que… Ah, et c'est du côté de chez les geôles. Ils ont dû comprendre. Il a repris les jumelles, il observe à nouveau. Il dit qu'il faut répondre. Oui, c'est cela, tout de suite, avant la nuit. Fébrilement, il allume un autre pneu. Nous attendons, côte à côte, les yeux fixés sur l'horizon. Les derniers débris se consument, et peu à peu, tombent dans la neige avec des chuintements. Mais lorsque notre fumée se dissipe, on ne distingue plus rien sur les pentes, qui d'ailleurs se sont obscurcies. Déçus, nous restons là pourtant, dans l'espoir de je ne sais quel miracle. Je dis, peut-être bien, après tout, que c'était seulement un nuage ? Peut-être, oui, peut-être. Mais tout à l'heure, j'aurais cru… C'est dommage. On recommencera demain. Le lendemain était un dimanche, et cela faisait 1 semaine que nous étions prisonniers. Man nous prépara un festin, Pa tira un gros trait rouge sur le calendrier, et Noémie déclara que dans 1 semaine, c'était bien long. Nous eûmes droit à un peu de vin, et cela nous mit d'assez bonne humeur. C'est alors, je me le rappelle, que me vint une idée. J'étais, je l'ai dit, grand lecteur de romans d'aventure, et ceux dans lesquels London et Curwood décrivaient la vie des trappeurs canadiens me fascinaient tout particulièrement. Aussi, pendant ces quelques jours, avais-je souvent pensé à eux. Plus même, je m'identifiais à leurs personnages qui depuis longtemps peuplaient mes rêveries. J'étais Watson, perdu dans la forêt immense, ou Schmidt, le chasseur de peaux, qui seul dans sa cabane de rondins attendait le printemps et la fonte des neiges. J'écoutais le sifflement du blizzard et la clameur des loups.
Or, je me souvins tout à coup que ces hommes des bois se déplaçaient sur la neige épaisse à l'aide de raquettes. Puisque nos skis ne nous étaient d'aucun usage, pourquoi ne tenterions-nous pas d'en fabriquer ? Je me voyais déjà parcourant la montagne. Je découvrais la cheminée de Sébastien, je frappais au tuyau. « Toc toc, c'est moi, Simon !» J'entendais en bas des cris étonnés et joyeux. « Simon, c'est toi ? Pas possible ! Mais comment es-tu venu jusqu'ici ?» Sébastien finissait par m'ouvrir la porte de son igloo. J'entrais avec une démarche de canard, nous tombions dans les bras l'un de l'autre. J'allais faire part de mon illumination à mon père, qui, penché sur son établi, s'occupait à dégrossir un second cavalier. Il leva la tête, posa son outil et m'écouta avec attention. « Intéressant, très intéressant, dit-il. On pourrait en effet essayer. Mais comment diable sont faites ces choses-là ? Je n'en avais qu'une vague idée. Il me semblait qu'on les confectionnait avec du bois recourbé et des lanières de cuir. Oui, c'était cela. Dans l'un de mes romans, il y avait une gravure où l'on voyait les fameuses raquettes, appuyées au mur d'une cabane. Après avoir feuilleté une bonne partie de ma collection, je la retrouvai dans La Loi du Nord, et je m'empressai de la montrer à pas. Elle n'était malheureusement pas très nette, et l'on pouvait douter que l'artiste se fût bien documenté, mais malgré tout, elle nous procura quelques indications. À nouveau, nous allâmes fouiller dans le grenier, où pas finit par trouver un vieux fauteuil de rotin, des ceintures et des brodequins qui lui parurent convenir à notre projet. Aussitôt il se mit au travail. Il avait repoussé sur un coin de l'établi le cavalier inachevé, et avec les montants du fauteuil, il façonna tant bien que mal le cadre des raquettes. Puis il les garnit de barres transversales, maintenues par des lanières, et au milieu, il fixa solidement les souliers. Il s'affaira toute l'après-midi, s'absorbant à tel point dans sa tâche que c'est à peine s'il entendit maman lorsqu'elle l'appela pour le souper. Mon père a toujours été comme cela. Dès qu'une passion l'occupe, le reste n'existe plus, et l'on a toutes les peines du monde à le ramener sur terre. Il vint se mettre à table en tenant son tranchée à la main, le posa près de son assiette, mangea distraitement, et il eut vite fait de retourner à son chantier. Ses raquettes, de forme un peu irrégulière, avaient pourtant une assez belle allure, et elles donnaient une impression de solidité. Je les soupesai et les examinai avec admiration. « Tiens, me dit-il, tu enduiras le dessous de graisse, pour que la neige n'adhère pas. Où as-tu vu cela ? Dans ton livre. » Lorsque j'eus terminé, et que de son côté il eut renforcé quelques courroies, il soupira. « Ah, j'aurais bien aimé les essayer tout de suite. »« Pourquoi pas ? Regarde, presque 10 heures. Il doit faire nuit noire. On verra demain. On se lèvera tôt, promis, je t'appellerai. » Il appuya les raquettes contre le mur, près du feu, et plus que jamais, j'eus l'impression d'être dans une cabane de trappeurs. « Allez, dors bien, Simon, » dit-il en m'embrassant. « Ah, si seulement on pouvait réussir. J'en ferai d'autres pères pour toi, Man et Noémie. On irait jusque chez les geôles. » Oui. Pourtant, ce qui m'inquiète, c'est la consistance de cette neige. Elle a bien un peu gelé en surface ces dernières nuits, mais en dessous, elle reste si légère. Tu as peur de ne pas tenir ? J'ai quelques doutes, mais qui sait ? On peut toujours tenter l'aventure. Nous prîmes chacun notre lampe, et après un dernier coup d'œil à son chef-d'œuvre, nous allâmes nous coucher. Mon père est accroupi sur la terrasse, en train de fixer les raquettes à ses pieds. Elles me semblaient soudain très grandes, et il est certain que pour progresser, il lui faudra écarter un peu les jambes. À 8 heures, le jour ne s'est pas encore tout à fait levé. Dans le ciel sombre, on devine pourtant une vague tache livide qui pourrait être le soleil. Man et Noémie, emmitouflés, se serrent l'une contre l'autre, tandis que j'aide mon père à nouer autour de sa taille la longue corde dont, par prudence, nous tiendrons l'extrémité. Par rabat son passe-montagne sur ses oreilles, puis nous faisant un petit signe, lâche le garde-fou et quitte la terrasse. D'abord, les raquettes s'enfoncent dans la neige, mais assez vite elles se stabilisent. Pas avance un pied, puis l'autre, et lentement, il s'écarte du chalet. Sa démarche maladroite et sa canadienne, gonflée par les 3 pullovers dont il est revêtu, me font penser aux images floues des premiers hommes sur la Lune, enregistrées jadis par des caméras approximatives. Et c'est bien la surface lunaire qu'évoque ce paysage mou et comme gommé, où tout vestige de végétation a disparu, laissant place à ce qui pourrait passer pour une poussière blanche.
Lorsqu'il s'est éloigné d'une vingtaine de mètres, toujours attaché à la corde qui le relie à nous, Paz se retourne et nous jette un regard qui semble exprimer à la fois une demi-réussite et l'inquiétude qu'elle soit remise en question. Il a maintenant dépassé l'emplacement de la cour, et il avance avec précaution et une lenteur croissante, les raquettes s'enfonçant de plus en plus à chaque pas. Puis soudain il s'incline, et il est contraint de s'arrêter. Il reste là quelques secondes dans un équilibre précaire, et il tente d'arracher la raquette de la faille où elle s'est enlisée. Mais il ne peut y parvenir. Il penche de plus en plus, ses bras un instant s'agitent, et finalement, il s'effondre sur le côté. Nous poussons un cri, et comme convenu en cas d'accident, nous nous mettons tous trois à tirer sur la corde, sans succès d'abord, car mon père a bel et bien disparu. Cependant, après quelques minutes affreuses, nous réussissons à le hisser hors de son trou. Sa tête émerge d'abord, puis sa poitrine, et s'agrippant à la corde, il commence à ramper, tandis que nous tirons de toutes nos forces. Nous finissons par le ramener jusqu'à la terrasse, transi, épuisé, maugréant qu'il n'y a rien à faire avec cette satanée neige, et que d'ailleurs il a perdu ses raquettes, et que ce n'est sûrement pas de cette façon-là que nous pourrons nous en sortir. Man l'entraîne près du feu, et avec le peu de rhum qui reste, lui prépare un grog, tandis que, dépouillé de ses vêtements trempés de sueur, il se drape dans une couverture. Il demeure là, sombre et muet, à remâcher sa défaite. Enfin il se lève avec un soupir, et il me fait signe de le suivre dans l'étable, pour traire les bêtes que la veille, tout à notre projet, nous avons oubliées. Là, je remarque qu'il flatte distraitement le col de la vache, et qu'il ne songe même pas à lui parler. Lorsqu'il s'installe enfin sur son trépied, c'est à moi qu'il s'adresse. Eh bien, il va falloir se faire à l'idée que nous sommes prisonniers. Pas de chance, non, vraiment pas de chance. Et pourtant, nous nous étions si bien préparés. J'aurais vraiment voulu que tu réussisses. J'y ai cru un instant, mais ça n'a pas duré. Vois-tu, Simon, il faut que je te dise. Ni l'un ni l'autre, nous n'avons commencé à traire. Et Yo, surprise sans doute de ce retard inhabituel, tourne vers nous la tête et pousse un meuglement sourd. « Je ne voudrais pas que tu t'inquiètes trop, » dit mon père, « mais tu es grand maintenant. Tu peux me comprendre. Pourtant, j'ai préféré ne pas en parler devant Noémie. » Il a tendu le bras et il s'appuie sur l'échine de la bête. « Ce que je veux te dire, continue-t-il, c'est que cette neige a quelque chose d'irréel, oui, c'est cela, d'irréel. Son épaisseur, bien sûr, mais aussi sa consistance, sa légèreté. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et tout à l'heure, quand j'ai senti les raquettes s'enfoncer, j'ai eu l'impression d'être comme aspiré. Heureusement que vous étiez là avec la corde. Je crois que tout seul, je n'aurais pas pu revenir. Alors tu penses qu'il n'y a rien à faire? On ne peut pas encore essayer? Pas de cette façon, en tout cas. Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à attendre. À vrai dire, c'est ce que nous faisions déjà depuis 10 jours. Mais nos tentatives de signaux, puis la fabrication de raquettes et l'espoir qu'elles avaient fait naître, aussi mince fut-il, nous avaient donné un nouvel élan. Pourtant, nous avions échoué, et mon père reconnaissait sa défaite. À ce moment-là, plus que jamais, je sentis combien nous étions perdus, comme des naufragés, jetés sur un îlot, loin de la route des navires, oui, naufragés dans ce désert blanc. Ou pire encore, et c'est l'image qui me vint aussitôt à l'esprit, me plongeant dans une brusque terreur. La terre entière avait été engloutie, et par une sorte de miracle, sans doute provisoire, nous étions les seuls survivants. Dans les jours qui suivirent, nous commençâmes à éprouver une certaine difficulté à respirer. Notre unique fenêtre, que nous laissions ouverte pendant quelques heures, nous procurait un peu d'air, mais elle avait l'inconvénient de refroidir la maison. Quant aux promenades, sur la terrasse, que mon père nous imposait, elles nous laissaient transis, et nous avions hâte de rejoindre le coin du feu. Dans le chalet, les odeurs devenaient puissantes, celles de la suie, du pétrole, de la nourriture, et surtout du poulailler et de l'étable, où la litière souillée peu à peu s'accumulait. Man se plaignait aussi de celle du tabac, si bien que pas, lorsqu'il voulait fumer une pipe, se réfugiait à l'intérieur de la cheminée, assis sur un banc, le dos à la paroi, ou bien il montait carrément dans le grenier, où il s'était aménagé une sorte de résidence secondaire, près de l'orifice du puits d'aération.
Sans doute était-ce aussi, pour lui, une façon de se réserver quelques instants de solitude. Là, il avait rassemblé le vieux fauteuil de tante Agathe, un guéridon et quelques livres sur une étagère. Il s'installait, un volume au poing, les jambes croisées, et il lisait, en tirant sur sa bouffarde. Je suppose qu'il en profitait aussi pour écrire en secret quelques mots sur son carnet de bord, pour mettre à jour son inventaire. Quand le ciel n'était pas trop sombre, la lumière qui venait de l'extérieur était suffisante. Mais bien sûr, il n'y faisait pas chaud. Pas se levait, et il se mettait à marcher de long en large. De la salle, nous entendions son pas au-dessus de nos têtes. « Il est nerveux » disait Noémie en regardant le plafond. « C'est peut-être aussi qu'il a froid » s'inquiétait maman. « Tout seul, là-haut, dans ce grenier. Va donc lui dire de descendre. » Nerveux, il l'était sans doute, malgré les apparences. Et il le devint plus encore lorsque sa provision de tabac finit par s'épuiser. De cela, j'ai trouvé la trace dans son carnet. Le compte à rebours. 3 paquets, 2, 1, 1,5, 10 grammes. Puis rien. Rageusement souligné. Il tournait comme un fauve dans la maison. Grommelait, suçait sa pipe vide. Il était d'humeur farouche, et même Noémie ne trouvait plus grâce à ses yeux. Lui, à l'ordinaire si paisible, il eut avec maman quelques querelles qui me consternèrent. Il se précipitait vers son établi, sculptait avec fougue, puis, laissant tout, il regagnait son refuge. Il essaya quelques-unes des herbes qui séchaient dans le grenier, de la menthe, de la sauge, de l'armoise. Il eut des hoquets, des nausées. Il renonça. Puis soudain, il se sentit mieux. Je respire, j'ai l'esprit plus clair. Il redevint aimable. Il avait achevé son cavalier. Parfois, il le posait sur la table, et, prenant la lampe à bout de bras, il faisait jouer les ombres. Le cheval riait et grimaçait tour à tour, l'air démoniaque, à demi cabré. L'homme qui le montait portait un masque d'oiseau, et sur son poing, une loutre. Nous demandions « Pourquoi ?» Mais Pa ne voulait rien expliquer. Il prétendait que ces personnages lui venaient spontanément à l'esprit, des intuitions, des rêves, des souvenirs obscurs, et qu'il les accueillait sans chercher à comprendre. Toujours est-il que ces cavaliers, nés de la nuit et de la neige, ont longtemps galopé à travers mes cauchemars, et que maintenant encore, surtout depuis que j'écris ces pages, il m'arrive de les voir surgir, silencieux et menaçants, comme les fantômes de mes anciennes terreurs.